Bonjour à tous, je suis Rémi Saunier, interne à Nantes et chargé de mission droit des internes à l'ISNAR IMG. Je vous souhaite la bienvenue à cette session de questions-réponses avec le bureau. Avant de commencer, je vais laisser mes co-internes se présenter. Bonjour, je suis Ariane Rouby, interne en 3e année de médecine générale à Toulouse et première vice-présidente de l'ISNAR IMG. Bonjour tout le monde, moi je suis Julien Monge, interne à Amiens et j'ai été vice-président de l'ISNAR IMG et chargé du droit des internes. Et je suis Claire Bombezin-Domino, je suis interne de 5e semestre à Dijon et actuellement chargée de mission vie du réseau pour l'ISNAR IMG. Voilà, donc encore une fois, on veut faire quelque chose d'interactif, quelque chose où vous allez pouvoir poser toutes vos questions concernant le droit des internes, l'actualité politique, l'activité de l'ISNAR IMG ou n'importe quoi d'autre en fait. Pour débuter la séance, on va faire un petit vote à main levée. Qui parmi vous pense que la formation universitaire ne fait pas partie des 48 heures hebdomadaires de formation? Levez la main. Donc là, vous levez la main si vous pensez que ça ne fait pas partie des 48 heures, que les jours de formation ne sont pas compris dans les 48 heures semaine. Donc là, tout le monde est convaincu que les cours à la fac, c'est compris dans les 48 heures réglementaires, c'est ça? Ouais. Wow, vous êtes trop fort. Ouais, la vache, vous êtes très bon. Nickel. Donc vous saviez tous déjà qu'on doit travailler 48 heures maximum par semaine, lissées sur les trimestres et donc en cumulé. Donc vous êtes trop fort. Ok, bravo à vous. Est-ce que quelqu'un, du coup, a une question plus pointue, vous êtes si fort, à laquelle on pourrait vous répondre, des questions qui vous restent? On vous écoute, il y a un micro qui se balade dans la salle. Levez bien haut la main si vous avez une question à nous poser. Oui, bonjour. C'était une question. Est-ce qu'on a le droit d'aller à des conférences qui n'ont rien à voir avec la médecine générale? Oui. Genre, par exemple, une conférence d'urologie ou d'obstétrique gynéco. alors en fait, sur tes congés de formation, tu as les congés de formation personnelle et congés de formation universitaire. Sur tes congés de formation personnelle, tu fais absolument ce que tu veux. Donc si tu veux faire des conférences d'urologie, de gynécologie ou n'importe, tu as totalement le droit. En plus, si ça peut t'apporter quelque chose dans ta pratique de la médecine générale, c'est toujours un plus. Donc pourquoi pas en fait. Mais on doit les prendre sur les congés personnels. Alors, si tu t'absentes de stage, normalement, tu dois poser tes congés de formation, en fait. Oui, voilà. Mais, ok. Pas sur tes congés personnels, pas sur tes vacances, sur tes congés de formation personnelle. Tu as les congés de formation pour les cours à la fac, cours universitaires, et ceux de ta formation personnelle où tu peux faire tes traces écrites, tes RSA, ce que tu veux, et tes conférences d'urologie. Super. Globalement, sur une semaine, normalement, il y a une journée dédiée à la formation, donc une demi-journée qui est pour la formation personnelle et une demi-journée pour la formation universitaire. Parfois, on a un jour de cours, donc ça fait un jour, mais c'est lissé sur le semestre, enfin sur le trimestre en réalité. Ok, merci. Et pour que ce soit bien clair, des demi-journées de formation, on parle de demi-journées de formation personnelle par semaine, mais vous n'êtes pas obligé de les poser toutes les semaines. C'est fréquent en stage que vous fassiez 5 semaines complètes à l'hôpital. Et dans ce cas-là, vous accumulez des demi-journées de formation non posées. Et donc, typiquement, pour venir ici aujourd'hui, vous avez dû poser 4 demi-journées de formation personnelle, normalement, qui sont accumulées sur des semaines où vous ne les aviez pas posées. Donc, vous pouvez un petit peu arranger ces journées comme vous le souhaitez. Ça, c'est pas toujours clair pour tout le monde, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas à lever les mains. On a des micros qui peuvent se promener. Alors, on a une question au milieu. Merci. Si on fait un DU en étant interne, est-ce qu'on peut faire défiscaliser les coûts du DU
dans les déclarations d'impôts. Si tu déclares tes impôts en frais réels, oui, tu peux faire défiscaliser du coup le prix de TDU, enfin le prix du dossier d'inscription, quoi. Oui. Comme le reste de ce que tu mets en argent dans ta formation, dans les frais kilométriques pour te déplacer en stage, etc. On a répondu à ta question? En fait, quand on a des impôts, du coup, je sais qu'on est prélevé à la source, mais non, je sais pas trop quelle démarche il faut faire du coup pour faire défiscaliser. En fait, tes impôts, tu as deux façons de faire. Soit tu es prélevé à la source sur chaque paye, chaque mois, soit tu décides, et ça c'est quelque chose que tu dois avoir sur mesimpôts.gouv que tu choisis de faire, tu déclares tout du coup tout seul, donc il va falloir que tu mettes les frais réels, donc les frais kilométriques pour te rendre en stage, tu as acheté un stéthoscope, ok, tu le mets, voilà, tous ces frais que tu mets dessus. Sinon, tu es prélevé automatiquement de quelque chose comme jusqu'à 10%, voilà. C'est défini automatiquement tous les mois sur ta fiche de paie, et en fait, tu as un ajustement ensuite. Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Du coup, ça demande quand même pas mal d'efforts pour faire défiscaliser. Donc. En fait, il faut être sûr que tu dépenses plus que ce qui va être pris automatiquement quoi, en frais réels. Si tu dépenses beaucoup de choses, par exemple les remplaçants, quand vous serez installé plus tard, vous dépensez beaucoup pour votre société, etc., bah, du coup, passe en frais réels, quoi. Tu y gagneras sûrement. Globalement, si vous avez des questions sur la fiscalité, souvent dans vos subdivisions au local, ils ont des partenaires qui organisent ce genre de formation. Donc essayez de voir un petit peu sur les réseaux, de suivre vos syndicats. Et souvent, ils vous proposent des formations, typiquement décryptage de fiches de paye, fiscalité avant le remplacement, des choses comme ça. Et là, tu pourras avoir toutes les infos dont tu as besoin, je pense. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez bien haut la main qu'on vous voit facilement pour donner les micros. Ça peut être aussi les questions que vous aurez sur la 4e année de médecine générale. Ça peut être aussi toute autre chose qui vous taraude par rapport à votre formation, votre stage, etc. N'hésitez pas. Ou sur ce qu'on fait à l'ISNARI-MG, on fait plein de choses. On travaille sur les projets de santé, comme le PLFSS. On travaille sur la lutte contre les VSS à l'hôpital. On fait plein de choses, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Et depuis tout à l'heure aussi, il y a un diapo qui défile derrière avec l'adresse mail où vous pouvez nous envoyer les questions. Par exemple, si vous avez un cas un peu particulier que vous ne voulez pas parler là devant tout le monde, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on reste disponible. Ou même après, du coup, donc à 15h, quand ce sera fini. Comme vous ne posez pas de questions, on va vous en poser. Voilà. Donc pareil, on va faire un vote à main levée. Qui parmi vous pense que vous pouvez poser 24 jours de congé d'affilée? J'en vois 2, 3, 4. On peut même pousser le vice avec 30 jours d'affilée. Qui pense qu'on peut poser 30 jours d'affilée là? Oh là, il y a des mains qui se sont bossées alors aux 30 jours. Allez, on claque tous ces congés là. Ok, donc tout le reste, vous pensez qu'on ne peut pas poser ces 30 jours d'affilée sur le semestre? D'accord. Et alors, Rémi, réponse? Donc, effectivement, il faut savoir que sur une année universitaire, on a 30 jours de congé en tout. Les 30 jours vont de novembre à novembre. Vous avez 30 jours à répartir comme vous voulez, en fait, sur l'année. Donc, quand les CHU, les CH vous disent vous avez 15 jours en hiver, 3 semaines en été, c'est faux, en fait. Vous faites ce que vous voulez de vos congés. Vous avez le droit, vous avez en fait une seule limite, c'est de poser 24 jours d'affilée maximum. Et donc, qui parmi vous s'est déjà fait imposer, on va dire, ces 15 jours sur le semestre d'hiver, 15 jours sur le semestre d'été? Savoir si c'est une pratique fréquente? Oui, il y en a pas mal quand même. Bah, maintenant, vous saurez que non, c'est pas possible. Ça n'est pas comme ça que c'est défini dans la loi. Et donc, vous pourrez leur répondre avec des textes à l'appui si besoin. Et les textes, vous les aurez auprès de vos syndicats locaux et associations locales. Voilà.
Donc c'est bien 30 jours toute l'année, comme vous voulez. Vous trouvez aussi les textes sur le site. Il y a une confusion fréquente avec 25 jours, mais en fait, quand on dit 25 jours, on ne pense pas au samedi. Le samedi, c'est un jour aussi à poser, c'est pour ça qu'en tout, on en a 30, 6 jours pour la semaine. Et alors, il y avait une question, mais je ne sais pas si les micros t'ont trouvé. Oui, si, c'est bon. Bonjour. Est-ce qu'on a le droit en tant qu'interne de poser des congés sans solde? Non. Ce qui s'en rapprocherait le plus, ce serait les demandes de disponibilité pour convenance personnelle auxquelles on a le droit. Elle a été refusée. Voilà. Mais c'est ce qui s'en rapproche le plus en termes de droit, mais sinon... Non. Et tu peux avoir une mesure disciplinaire si tu ne justifies pas de tes absences. Ouais. En fait, les jours off, c'est un grand bluebibolga un peu infâme. En fait, ça recouvre plein de notions. Quand on parle de jours off en stage, c'est les demi-journées. Donc, on a parlé de formation personnelle, donc où vous n'êtes pas obligé de justifier de ce que vous faites sur ce temps-là. Il y a le congé annuel, et ensuite, pour certains cas spécifiques, donc bon, arrêt maladie, etc., bien sûr, mais il y a du coup les absences pour raisons médicales. Voilà, vous avez le droit aussi d'avoir des absences pour raisons médicales, syndicales, je vais y arriver. Si vous êtes à votre syndicat local ou même au syndicat national, d'ailleurs, on recrute. Voilà, je pose ça là. Et ensuite, certaines dames, mais on va le dire pas trop haut, c'est pas forcément dans les textes, entre guillemets, donnent quand même, comme les autres agents publics, les jours pour enfants malades, etc. Voilà. Donc on a accès aussi à ces jours-là dans la plupart des centres hospitaliers, les jours enfants malades, etc. Mais c'est pas tous les centres hospitaliers qui le font, quoi. Et j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis, que ta demande de dispo pour convenance personnelle a été refusée. Dans ces commissions qui décident des demandes de dispo, il y a vos représentants locaux, normalement, qui sont là pour vous défendre. Donc si vous leur envoyez votre dossier en amont, qui sont au courant que vous faites cette demande et que le dossier va être discuté, ils vont vous défendre. La demande pour convenance personnelle de dispo, elle est faite auprès de votre employeur, donc le CHU. Et il y a rarement des motifs qui justifient d'invalider cette demande. Donc, je ne connais pas ton cas personnel, on pourra en reparler si besoin, mais quand vous avez des demandes de ce type, n'hésitez pas à en parler à vos syndicats locaux qui siègent dans ces commissions et qui pourront vous défendre. Là, c'est une histoire de quota qu'on était trop à en demander, ils ont tiré au sort. C'est possible aussi, parce qu'après, tu as des grosses variables entre les semestres. Ok. Bon, ça, on pourra en reparler si besoin, mais sachez, ayez cette information en tout cas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bonjour, moi j'avais une question. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'on avait 30 jours annuels de congés à poser. Pour les personnes qui sont décalées pour une dispo, des semestres invalidés, des changements de DES, comment ça se passe du coup? Est-ce qu'on a quand même 30 jours annuels ou est-ce que c'est 30 divisé par 2? Techniquement, on aurait les 30 jours. Voilà. C'est mal défini dans les textes, en tout cas, il n'y a pas de choses pour s'appuyer dessus, mais effectivement, normalement, tu aurais tes 30 jours, même si tu es en semestre décalé. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Ou c'est vraiment trop clair pour les congés? Bonjour. Ah, on a une question. Oui, moi, ce n'est pas par rapport au congé, mais plutôt par rapport au remplacement en cabinet libéral. Il faudra valider quels sont les semestres qu'il faut obligatoirement valider pour pouvoir déposer le dossier en vue d'avoir une autorisation pour le remplacement. Merci. Donc, en remplacement en tant qu'interne, il faut avoir validé pour l'instant au moins 3 semestres, dont un hospitalier et un ambulatoire. L'idée, c'est de pouvoir demander cette licence en fait dès que tu as validé ton 3e stage, mais tu peux pas le faire avant normalement. Et tu demandes une attestation auprès de ton DMG comme quoi tu as bien validé tes 3 stages, et ensuite tu t'adresses au conseil départemental de l'ordre des médecins pour la suite de la démarche et obtenir ta licence de remplacement. Il y a eu toute une conf, pardon, vas-y. À savoir qu'avec la réforme du coup de la 4e année de DES, on ne sait pas encore exactement, on reste dans le flou sur les modalités. Comme vous pouvez voir, pourtant c'est une question qui se pose maintenant, mais
eh ben, on attend les textes, comme vous avez pu le voir avec la grève. Donc là, pour l'instant, on est dans le flou pour ce qui va se passer avec cette réforme de la 4e année. Et on vous en reparlera demain pendant le Flash Actu dédié à la 4e année. On espère vous voir tous et toutes. Phèdre, je crois. Quelqu'un a un micro ou pas? Oui. Pardon. C'était par rapport au congé, par rapport au samedi, quand dans les stages on ne travaille pas, on n'a pas d'astreinte et on n'a pas de garde. Est-ce qu'on doit le poser quand même? Et si on pose que le vendredi, est-ce qu'ils ont le droit de nous faire poser le samedi aussi? Alors, en fait, dans une semaine type à l'hôpital, il y a 11 demi-journées le samedi matin, comptant pour une demi-journée. Même si on ne travaille pas et même si on n'a pas de garde, c'est considéré comme une journée ouvrable. Donc techniquement, si tu veux poser juste ton vendredi pour avoir un week-end de 3 jours, en fait, il faut que tu poses 2 jours parce qu'il faudra que tu poses ton samedi qui est derrière. Donc en fait, la technique, si tu as un week-end de 3 jours, c'est de poser ton lundi et pas ton vendredi. Je pense que c'est assez clair. Je ne sais pas si on a bien répondu. Je ne voyais pas où était la question. Oui, c'est bon. Mais il y a une question tout là-haut. Je ne sais pas où en est le micro. Ah, il y a une question. Ok. Bonjour. Moi, je voulais vous poser des questions par rapport aux demi-journées de formation, si c'est bien ça. Notamment dans le stage avec mon co-interne, en fait, les internes précédents n'ont pas pu les avoir car ils nous disaient qu'il fallait qu'on apprenne au pied du malade, etc. Et on a réussi à instaurer ces demi-journées de formation comme on a pu. Et en fait, ils reviennent à chaque fois dessus. Et je voulais savoir quelles sont exactement les conditions de ces demi-journées de formation. Et notamment, est-ce qu'ils peuvent nous exiger à ce qu'on reste dans les murs sans être dans le service une demi-journée? Apparemment, c'est ce qu'ils nous ont sorti dernièrement. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris complètement ta question, mais il y a beaucoup de choses qui me choquent en fait, dans ce que tu dis par rapport à ce qu'ils ont l'air de vouloir vous imposer. Tes demi-journées de formation, en fait, il y a les demi-journées de formation universitaire, où en gros c'est pour les cours que tu peux avoir avec le DMG et tout ça, et les demi-journées de formation personnelle. Tes demi-journées de formation universitaire, ce qu'ils peuvent demander à la limite, c'est que tu as bien assisté au cours XY et avoir une attestation comme quoi tu étais bien présent là-bas. Tes demi-journées de formation personnelle, ils ont le droit de te demander absolument rien du tout. Tu dis j'ai posé une demi-journée de formation personnelle et t'es parti faire du catamaran, on s'en fout en fait, t'as le droit. Donc là, dans ce que j'entends de rester dans les murs, j'ai pas trop compris. Non en fait, enfin, ta demi-journée de formation, ils n'ont pas à vous imposer quoi que ce soit en fait. C'est peut-être parce que dans les textes, c'est écrit sous la responsabilité du chef de l'enseignement ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils veulent dire par, du coup, ce qui, en fait, dans le concret, se matérialise par les cours au DMG. Tu voulais compléter par rapport à ce que tu avais dit? Il y a une demi-journée, vous parliez d'enseignement à la faculté, sauf que quand on n'a pas d'enseignement comme des cours hebdomadaires, il parle d'auto-formation donc personnelle et donc l'après-midi. Du coup, comment ça fonctionne effectivement? Est-ce qu'on a 2 demi-journées de formation? C'est peut-être pas clair. En fait, tout se compte en trimestre. On fait des semestres, mais tout est découpé par trimestre pour le temps de travail. Donc sur un trimestre, tu as une demi-journée, en gros, par semaine, en moyenne, où tu passes tes DU, où tu fais ce que tu veux. En fait, c'est cette demi-journée de temps de formation personnelle. Elle est là pour matérialiser les soirées que vous passez à faire vos RSCA, les jours que vous passez à faire des traces, des machins, des trucs bidules qui prennent du temps. Elle est là pour matérialiser ce temps-là, en fait. Et en fait, sur le trimestre, tu as grosso modo 12 à 13 demi-journées de formation personnelle à poser. Et du coup, elles se posent exactement comme des congés annuels. Donc, il faut s'y prendre à l'avance pour qu'il y ait des internes dans le service. Donc, tu vois avec tes co-internes, tu vois avec les chefs, etc. Mais elles sont obligatoires. En fait, c'est même pas une option qui est laissée aux chefs de service, elles sont obligatoires. Et donc, tu n'as pas besoin de justifier de ce que tu fais sur ces demi-journées, puisque, comme je l'ai dit avant, elles sont là pour matérialiser un temps que vous prenez, quoi qu'il arrive, le soir, quand vous rentrez, etc. Les recherches que vous faites dans le cadre de votre formation personnelle, peu importe quand. Voilà. Et je vais juste compléter un petit peu par rapport à l'autre demi-journée de formation, qui est la demi-journée de formation
universitaire. Cette demi-journée de formation-là, vous n'avez pas besoin d'attester de votre présence en cours en fait. C'est le DMG, les cordeaux qui envoient les plannings de cours au début des semestres, au début de l'année, dans tous les services, dans tous les terrains de stage qui sont ouverts aux internes, qui accueillent des internes. Donc vous n'avez pas besoin d'attester de quoi que ce soit. Et c'est bien sûr, encore une fois, des temps obligatoires où vous êtes en cours. Vous pouvez pas dire non. Enfin, ils peuvent pas vous dire non, tu restes, tu ne vas pas en cours, c'est interdit. Et la dernière petite chose, c'est est-ce qu'on peut passer les demi-journées de formation personnelle dans son service? La réponse est oui. On peut faire ça. On peut rester dans son service pour par exemple, nos collègues de chirurgie. Oui, cette date-là, je veux être présent dans le service pour une opération bien particulière, mais je ne prendrai pas en charge de patients et je ne ferai pas de paperasse, etc. Je serai là pour me former. Dans ce cas-là, la personne demande une autorisation à son chef, puisque théoriquement, il n'est pas, ou cette personne, elle n'est pas sous l'autorité de son chef à ce moment-là. Elle est censée être libre. Pour assister à l'opération. Mais on ne pourra pas lui imposer quoi que ce soit, il ne sera pas d'avis ou quoi ce jour-là. Donc oui, on peut, sur ces temps personnels, se rendre en stage si on en a besoin, si on manifeste l'envie. Mais ce n'est pas une obligation du tout. Et tu n'es pas obligé d'être dans les murs, de fait. Tu peux être chez toi. Mais globalement, on sait que dans les services, c'est difficilement compris ce côté formation personnelle où ils ne peuvent pas exiger de nous qu'on réponde de ce temps. Mais c'est hyper important de s'appuyer sur le respect du temps de travail pour faire appliquer ces demi-journées de formation personnelle. On a 48 heures max par semaine. Comme disait Julien, ça matérialise tout le temps qu'on passe hors stage à travailler nos groupes d'échange de pairs, nos RSCA, nos thèses, des choses comme ça. Et c'est du temps qu'il faut qu'on ait off pour pouvoir faire toutes ces choses en plus de nos temps en stage. Et souvent ça, ils le comprennent un petit peu plus quand c'est, là, j'ai fait mes 48 heures et donc j'ai des demi-journées de formation personnelle à poser qui vont me permettre de faire d'autres choses. Si vous leur parlez des congrès, si vous leur parlez de leurs cours, souvent, ça passe peut-être un petit peu mieux pour qu'ils comprennent que c'est votre droit et c'est comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'on se bat pour faire appliquer nos droits et bravo d'avoir réussi à mettre ça dans le service où t'étais. C'est pas toujours facile et les chefs le comprennent pas toujours, c'est certain, quoi. Donc, mais battez-vous et faites-le, et c'est pour ça qu'on partage ces informations avec vous aussi. Je crois qu'il y avait d'autres questions, peut-être vers le haut. La clé du succès, c'est, je vais rebondir comme ça un petit peu avant de comprendre l'autre question, c'est les tableaux de service nominatifs prévisionnels. Il y a sur le site internet une rubrique qui est dédiée à cet outil où tout vous est expliqué, comment on l'utilise, comment on le remplit, comment on le confie au chef pour leur dire tu le valides, comme ça tu me reconnais ces temps-là de formation personnelle. Donc le succès, c'est comme les congés annuels, donc c'est l'anticipation. Vous leur cédez votre tableau de service. S'ils disent non, vous leur dites pourquoi non. Et s'ils disent c'est comme ça, vous montez au créneau et vous contactez votre syndicat local. Et là, pour le coup, vous aurez un outil objectif pour leur dire voilà, moi je lui ai dit ça, il m'a dit non, c'est injustifié, c'est abusif. Et là, on passe en commission médicale d'établissement, puis à la direction, puis à l'ARS, etc. On fait fonctionner les instances. Mais du coup, il faut absolument que tout le monde se saisisse de cet outil. Oui, c'est un peu chiant, ok, on est d'accord, c'est chiant, il faut remplir des cases, etc. Mais c'est essentiel pour objectiver le temps que vous passez dans le stage et pour faire reconnaître vos droits. C'est aussi, et je vais finir là-dessus parce que je prends du temps, c'est aussi un super moyen d'anticiper les dépassements. Donc sur une semaine, allez, on va faire 12 demi-journées, c'est beaucoup trop, vous le savez, on en a 8 par semaine en moyenne. Et les autres semaines de ce trimestre, je récupérerai ce temps de travail, je serai en pause, je m'offre des congés. C'est possible de travailler 100 heures par semaine, hein. Je dis ça peut-être, il n'y a pas beaucoup d'internes de chirurgie du coup aujourd'hui, mais bien sûr, nos internes de chirurgie peuvent faire 100 heures par semaine pour se former, parce qu'il faut 100 heures par semaine pour se former, mais à côté, prendre des congés plus de congés, c'est tout. Voilà. Vas-y. Oui, bonjour. Je voulais vous demander si, quand il y a des jours fériés, c'est décompté aussi... Je suis désolée, je m'entends, c'est bizarre. Si je pose une semaine et qu'il y a un jour férié au milieu, est-ce qu'il est décompté de mes jours de congé? Est-ce que par exemple à Noël, je prends toute ma semaine, le 25, ça ne va pas compter comme un jour de congé? J'aurais pris 4 jours de congé au lieu de 5. En fait, les jours fériés, donc, pour ton exemple de Noël qui est au milieu,
tu as une semaine de 5 jours où tu veux poser tes 5 jours, bah, tu vas poser tes 5 jours, et Noël étant férié, en fait, tu poses pas ce jour-là, en fait. Donc tu décomptes 4 jours. Voilà, ça compte pas. Je pense que c'est clair comme réponse. Et du coup, il y avait une question devant, ouais. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si qu'est-ce qu'on devait déclarer comme type de jour quand on est en surnombre, pour les jours de surnombre. Définis jour de surnombre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux décompter comme type de jour et quel type de surnombre? Pour tous les types de surnombre, quand il y a un interne qui est en surnombre, donc il a le droit de s'absenter, il me semble, 2 mois sur le semestre. Pendant ces 2 mois-là, quel type de jour il déclare à la direction des affaires médicales pour maintenir un salaire correct? Alors, en fait, ça va vraiment dépendre du type de surnombre que tu vas avoir. Le surnombre, il y a des conditions particulière pour l'avoir. Souvent, celui qui est très utilisé par les internes, c'est pour congé maternité ou paternité. Donc là, il y a des choses qui vont être très définies, qui vont être ton moment de congé maternité déclaré et qui vont être des absences anticipées. Les surnombres, c'est vraiment pour anticiper des absences en stage qu'on se met en plus dans un stage pour que derrière, on ne mette pas nos co-internes dans la panade en termes d'organisation de planning pour ce genre de choses. Je pense que tu parles peut-être, il me semble, d'un surnombre un peu particulier, qui est le surnombre syndical. C'est de ça dont tu voulais parler? Oui, et puis même le surnombre pour convenance, etc. Qu'est-ce qu'on donne en fait comme... comment on est compté dans le tableau de présence? C'était surtout ça, vraiment. Il n'y a pas tellement de surnombre pour convenance personnelle comme les dispos. Les surnombres, c'est vraiment encadré. Tu peux les faire pour des raisons particulières auprès de ton ARS et ils vont accepter des demandes que parmi la liste prédéfinie. Donc ça va vraiment être pour maladie. Il y a même quelles maladies sont définies dans la liste. Ça va être maternité, paternité et ça va être le surnombre syndical. Et donc ça, c'est vraiment dans l'idée d'anticiper tes absences. Et donc là, tu es compté comme un interne en plus, tu es mis sur le planning quand tu peux être là. Et quand tu as tes moments où tu n'es pas là parce que tu es en congé maternité ou activité typiquement syndicale, et dans ce cas-là, tu ne seras pas sur le tableau service à ce moment-là. Mais ça permet d'être plus sur ce tableau pour anticiper ces moments où la personne ne sera pas là. Et ça permet aussi de rappeler l'intérêt du coup de la dispo. En fait, la différence entre la dispo et le surnombre, c'est le fait qu'en surnombre, vous restez agent public et donc vous devez justifier de toutes vos absences. Parce que sinon, c'est comme on disait tout à l'heure, du coup à la camarade là-haut, si vous n'êtes pas là et que vous ne justifiez pas de votre absence, vous êtes en faute. Et vous pouvez avoir des mesures disciplinaires. Alors qu'en disponibilité, vous n'êtes plus payé par votre employeur, donc vous faites ce que vous voulez, entre guillemets. Est-ce qu'il y avait peut-être une dernière question assez rapide avant qu'on clôture? Oui. Bonjour, moi j'avais une petite question. Je voulais savoir ce que vous pensez éventuellement de l'obtention du compte CPF pour les internes et éventuellement également le chômage. En tant qu'agent public, en tant que travailleur, est-ce que ce serait un objectif d'obtenir ces droits sociaux-là? Merci Anis pour ta question. Du coup, effectivement, le compte CPF, on n'y a pas le droit, le chômage non plus en tant qu'interne, puisque en fait, on ne cotise pas au chômage. Donc on pourrait militer pour l'obtention du droit au chômage. On a eu déjà des situations d'internes qui sont venus vers nous avec des difficultés et qui nous demandaient pourquoi on n'avait pas le droit au chômage. On ne cotise pas. Donc c'est une lutte qu'on pourrait voir. Enfin moi je dis ça, mais je ne suis plus au bureau national. Il faut voir avec notre conseil d'administration. Vous le savez, on a un mode de décision ascendant. Et pour le compte CPF, c'est pareil, on n'y a pas le droit. Et là, je pense que tu parles du coup de l'ISNI, ce que vous portez en ce moment par rapport à l'accès à ce compte CPF pour les DIU, les DU, etc. Éventuellement, en fait, j'aurais aimé avoir un peu l'avis, votre avis, l'avis de la salle, éventuellement. Est-ce que ce serait quelque chose que les internes aimeraient avoir lorsque notamment on a besoin de financer un DU ou autre? Et le chômage, après, il faut trouver des situations dans lesquelles on en aurait besoin. Par exemple, lorsqu'on fait un Master 2 ou lorsqu'on finit l'internat et qu'on n'a pas de poste satisfaisant. Je trouve que c'est un peu inégal vis-à-vis des autres personnes de la population générale. En fait, nous, en tant que médecins, on travaille et on n'a pas les mêmes droits sociaux. Je me disais, intuitivement, personnellement, que ce serait un combat un peu légitime à mener.
Après, nous, en tant que représentants, c'est pas à nous d'en décider. Donc, effectivement, on peut demander à l'audience ou quoi, c'est leur avis. Mais voilà, nos administrateurs et administratrices peut-être mettront le sujet sur la table, vu que c'est dans la mouvance là, du coup. Pourquoi pas? C'est une question qu'il faut se poser, effectivement. Toute dernière question, si vraiment il y a quelque chose qui vous brûle les lèvres. Est-ce qu'on a quelque chose? Ouh là là, tout là-haut, et ça a l'air de vraiment vous brûler les doigts, donc on la prend. Toute dernière question, peut-être qui a déjà été posée, mais un peu dans le même type de question. Est-ce qu'on a le droit à la prime d'activité en tant qu'interne? Tu parles prime d'activité ou prime pouvoir d'achat qui était plus récemment mise en avant, on va dire? Prime d'activité, mais les deux peuvent être intéressants, je sais pas. Pour la prime d'activité, de tête, on n'y a pas le droit, parce qu'en fait, c'est comme plein de choses. Les internes, on a un statut mixte, comme vous le savez, on est agent public, mais aussi étudiant, ce qui fait que beaucoup de textes ne sont pas applicables directement pour nous. Notamment, c'était le cas des congés paternité quand ils sont sortis, donc c'était 2021, 2022, désolé si je fais une erreur sur la date, mais c'est arrivé en été, le texte a été publié en été et on n'y a eu le droit qu'en octobre. Et là on parle d'une autre prime, c'est la prime inflation, donc c'est pareil, on a eu presque un an le temps que ça soit applicable aux internes, puisqu'il a fallu la publication d'un nouveau texte spécifique pour faire appliquer ce droit-là. Donc voilà, la prime d'activité, on n'y a pas le droit, parce que il n'y a pas un texte spécifique là-dessus, voilà de ce que j'en sais. Et puis pour la prime inflation, vous y avez le droit maintenant, ça ne concerne pas toutes les promos. On avait fait pas mal de communication là-dessus à l'époque. Beaucoup ont été surpris parce que finalement, oui, on n'avait pas eu beaucoup par rapport à ce qui avait été annoncé, parce que l'application elle était un peu particulière. On a eu des coms là-dessus, de toute façon je ne vais pas y revenir, mais voilà, c'est pour ça que là on parle de primes, c'est pour ça que c'est important de savoir choisir ses combats. Quand on demande de nouveaux éléments de rémunération ou l'amélioration de notre rémunération, on préférera toujours augmenter la revalorisation fixe, c'est-à-dire le traitement de base. Vous connaissez tous à peu près votre fiche de paie, il y a un traitement de base et ensuite il y a le régime de primes et indemnitaires. Et nous, nos combats, c'est de revaloriser du coup principalement le traitement de base et ensuite les primes et indemnités. Parce que lorsque vous êtes en arrêt maladie, etc., vous ne touchez plus d'indemnités, vous ne touchez plus vos indemnités de garde, les primes, même les indemnités de suggestion pour les premières et deuxièmes années. Et en fait, vous vous retrouvez un peu à nu avec seulement le traitement de base. Donc c'est le traitement de base qui est important. Voilà, c'est un petit aparté. Voilà, c'est ce qu'on porte globalement. Par exemple, quand on discute le salaire pour la 4e année, on essaye de faire une augmentation du salaire plus qu'un traitement par prime, pour toutes les raisons qui ont été expliquées. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus, parce qu'on a déjà débordé un petit peu. Si vous avez d'autres questions à venir nous poser en bas de l'amphi, on reste un petit peu dans le coin. Et sinon, il y a la conférence partenaire Filiéris qui a commencé en amphi Marie Curie, que vous pouvez rejoindre. Voilà. J'espère que ça vous aura apporté quand même quelques petites questions. Et puis à bientôt sur notre stand.